chers partenaires, chers collègues, Madame et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire global intitulé Développer des sièges inclusifs du handicap, enseignement de l'Arménie, de la Gambie et de l'Afrique du Sud. Ce webinaire marque le lancement officiel de la communauté de pratiques sur la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le projet COP, la communauté COP-DIESP. La COP-DIESP, c'est une initiative qui s'inscrit dans le programme régional planifié pour l'éducation inclusive, financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement et mise en œuvre par l'IIPE UNESCO en Afrique. Ce programme vise à renforcer les capacités des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest en matière de planification éducative inclusive afin que l'intégration du handicap soit au cœur des processus de planification de l'éducation. En plaçant l'inclusion au cœur de la planification, il contribue à bâtir des systèmes éducatifs plus justes, plus résilients et véritablement transformatifs. L'UNESCO porte depuis toujours la mission de promouvoir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous, pour toutes et tous. Mais nous savons que cette ambition ne peut être réalisée sans une attention particulière aux enfants et aux jeunes en situation de handicap, trop souvent laissés en marge des systèmes éducatifs. La communauté que nous lançons aujourd'hui, la COP-DIESP, disponible en 3 langues, français, anglais et portugais, est bien plus qu'un espace virtuel. Elle est l'un des instruments concrets de mise en œuvre du programme régional et se veut un lieu de rencontre, de dialogue et de collaboration entre décideurs, praticiens, chercheurs, organisations de personnes handicapées et partenaires au développement. Ensemble, nous allons partager des expériences, confronter des idées, capitaliser les connaissances et les pratiques et surtout construire des solutions concrètes pour rendre nos systèmes éducatifs véritablement inclusifs. La COP-10 dépasse le cadre des 8 pays ciblés par le programme pour devenir un mouvement global contribuant à renforcer la planification inclusive de l'éducation non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres régions du monde. Le premier webinaire de cette communauté est consacré à l'intégration du handicap dans les systèmes d'information sur la gestion de l'éducation, car sans données fiables, il n'y a pas de politique éclairée ni de stratégie adaptée. L'inclusion reste alors un simple idéal. Je tiens à rappeler que l'IPE et UNESCO animent déjà plusieurs autres communautés de pratique dans le domaine de la planification de l'éducation. Certaines sont très sur une thématique comme l'égalité de genre, d'autres sur des régions spécifiques comme l'Amérique latine. Ensemble, elles forment un véritable hub mondial de savoir et d'expérience où chaque communauté de pratique contribue à améliorer la qualité de la planification éducative et à accélérer les progrès vers une éducation inclusive et équitable. La COP10 vient enrichir ce réseau et, en tant que première COP globale en langue portugaise, elle ouvre de nouvelles perspectives de la collaboration internationale, notamment de collaboration Sud-Sud, convisée dans le cadre du programme régional planifié pour l'éducation inclusive. Je remercie chaleureusement nos partenaires, en particulier la AICS, pour leur soutien précieux, ainsi que les experts et panélistes qui partageront aujourd'hui leur expérience. Je remercie également chacun d'entre vous pour votre engagement. Votre participation est la clé du succès de cette communauté. L'éducation inclusive n'est pas une option, elle est un droit fondamental. Elle est aussi une condition indispensable pour bâtir des sociétés plus justes, plus résilientes et plus prospères. En lançant cette communauté de pratique, nous affirmons ensemble que l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'éducation est une priorité mondiale. Je souhaite plein succès à la COP10 et à ce premier webinaire global de la COP. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Je convie Monsieur le directeur Giovanni Grandi à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de l'IPE UNESCO, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers panélistes et chers collègues. C'est vraiment un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Agence italienne pour la coopération au développement, à l'occasion du lancement de la Community of Practice sur la planification du secteur de l'éducation inclusive des personnes handicapées, et de ce webinaire inaugural consacré aux EMI inclusifs qui marque le point de départ de notre travail collectif. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme régional Planifier l'éducation inclusive, financé par la coopération italienne qui accompagne 8 pays d'Afrique de l'Ouest dans le renforcement de leur capacité en matière de planification éducative, afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes handicapés. Pour l'Italie, l'éducation inclusive constitue une priorité stratégique. Dans ce cadre, dans ce nombreux contexte, les personnes handicapées demeurent parmi les plus marginalisées au sein des systèmes éducatifs, souvent insuffisamment prises en compte dans les politiques publiques et dans les processus de décision. Nous partons d'une conviction claire: l'inclusion est un droit fondamental et un levier essentiel pour atteindre l'objectif de développement durable 4 et concrétiser le principe de ne laisser personne de côté. Dans cette perspective, le thème du webinaire d'aujourd'hui, les EMI inclusifs, est central. Des systèmes d'information éducative capables de produire des données fiables et désagrégées sur le handicap sont indispensables pour éclairer les choix de planification, orienter les politiques publiques et suivre les progrès réalisés en matière d'inclusion. Il ne peut y avoir de planification inclusive sans des données inclusives. C'est précisément pour aller au-delà des actions ponctuelles que nous avons souhaité un partenariat avec IEP UNESCO et créer cette communauté de pratique dédiée à ces enjeux. Cette communauté s'adresse aux planificateurs, aux représentants des gouvernements, aux organisations de la société civile, y compris les organisations de personnes handicapées, ainsi qu'aux partenaires techniques et académiques. Elle a pour ambition de créer un espace vivant d'échange afin de favoriser l'apprentissage entre pairs, le partage d'expériences concrètes et la co-construction de solutions adaptées aux réalités nationales et régionales. Le webinaire d'aujourd'hui constitue une première étape structurante. Il ouvre un espace de dialogue, pose des bases de collaboration et lance une dynamique que nous souhaitons durable, orientée vers l'action et fondée sur l'évidence. Pour notre agence, soutenir cette communauté de pratique, c'est affirmer notre volonté de contribuer activement au développement de politiques éducatives inclusives, fondées sur les données, le partenariat et le renforcement des capacités nationales. Le caractère innovant de cette communauté réside précisément dans ce qu'elle propose. Avec l'engagement de chacun et chacune d'entre vous, cette communauté offrira un espace concret et permanent où trouver des ressources pratiques directement utilisables par les équipes nationales, des échanges et des solutions structurées autour de problèmes réels de planification sectorielle, ainsi que des contributions d'experts, un véritable outil de travail qui n'existait pas auparavant d'ailleurs. Je me réjouis tout particulièrement de la diversité des acteurs réunis au sein de cette communauté, issus de différents pays, institutions et horizons linguistiques. Cette diversité constitue un atout majeur pour nourrir les échanges, enrichir les perspectives et renforcer l'impact collectif de nos travaux pour l'inclusion éducative des personnes handicapées.
Un remerciement chaleureux va à l'IIEP UNESCO, dont l'expertise et l'engagement ont été essentiels pour faire de cette communauté une réalité. Dans la continuité des travaux menés ces dernières années sur la planification de l'éducation inclusive. Au nom de l'AICS, je déclare officiellement ouverte la communauté of practice sur la planification du secteur de l'éducation inclusive des personnes handicapées. Et je vous souhaite un excellent webinaire ainsi qu'une collaboration fructueuse dans les mois à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour avoir officiellement déclaré lancer la communauté de pratique COP-DIESP. Nous aimerions vous donner le contexte et expliquer comment l'IPE UNESCO en Afrique, avec le support de l'AICS, a initié cette plateforme d'échange et de partage dans le cadre d'un programme régional financé par la coopération italienne. Donc, le directeur de l'IPE l'a si bien rappelé, l'intégration du handicap dans le processus d'analyse et de planification est une priorité si nous voulons promouvoir de manière effective l'éducation inclusive. Et cette intégration du handicap ne doit pas être ne peut pas être une réflexion après le processus de planification. Elle doit plutôt être intégrée dès la conception des politiques et des systèmes éducatifs. C'est-à-dire que dans les exercices d'analyse et de planification, on doit avoir un focus particulier sur le handicap. Grâce au soutien de l'AICS, l'IP UNESCO en Afrique a mis en place cette communauté de pratique pour favoriser justement l'échange de connaissances et la collaboration autour de ce focus, l'intégration du handicap dans la planification du secteur de l'éducation. Et les directeurs ont si bien rappelé notre conviction et nos efforts conjoints pour promouvoir une éducation équitable et véritablement inclusive. Il est important de rappeler le lien entre cette initiative de communauté de pratique avec le programme régional qui est financé par l'AICS, planifié pour l'éducation inclusive, qui cible 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui les soutient afin que justement ils arrivent à intégrer le handicap au cœur de leur processus de planification de l'éducation. Notre vision est de construire des systèmes éducatifs véritablement équitables et inclusifs pour les enfants et pour les jeunes en situation de handicap en Afrique de l'Ouest, mais on voudrait dire même au-delà, puisque comme il a été déjà dit, cette communauté de pratique, la COP-DIESP, vise bien plus au-delà de la zone d'intervention de notre programme régional planifié pour l'éducation inclusive. Et je pense que la présence aujourd'hui dans ce webinaire de plus de 180 personnes témoigne aussi de l'intérêt de la communauté internationale et de tous les intervenants dans le secteur du développement et de l'éducation surtout pour promouvoir une éducation véritablement inclusive, entre autres aussi à travers l'échange d'expériences et le partage des connaissances. Donc, ce sont justement les objectifs de notre COP-DIESP, faciliter déjà l'échange et l'apprentissage entre pairs, entre planificateurs, entre experts de l'éducation, entre intervenants, sachant qu'on a une approche holistique aussi de l'éducation, approfondir les connaissances et surtout promouvoir la collaboration, notamment entre les pays du Sud. C'est un souhait spécifique du donateur l'AICS de promouvoir la collaboration Sud-Sud et je peux vous assurer que dans le cadre de la COP, cette collaboration Sud-Sud est bien manifestée déjà dès le lancement, dès les premiers jours de vie de cette communauté de pratique. On a vraiment beaucoup de dynamique, d'échange et de partage entre pays du Sud. Maintenant, on aimerait mettre en valeur, en exergue, la relation entre cette communauté de pratique et le choix aujourd'hui de mettre le focus sur les SIG plus inclusifs. Le directeur de la ICS a bien insisté sur la nécessité d'intégrer le handicap dans les SIG, d'avoir des SIG avec des données probantes. Alors, les données probantes sur le handicap constituent des outils essentiels
pour la planification de l'éducation inclusive. Donc, si nous soutenons les processus de planification en vue de promouvoir l'éducation inclusive, il est important que nous puissions assurer un soutien au développement de SIG véritablement inclusifs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour discuter de cette thématique absolument importante et centrale dans le cadre de la promotion de l'éducation inclusive. Les systèmes éducatifs ont besoin d'outils de planification qui soient capables de recenser tous les apprenants, y inclut les enfants en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que dans de nombreux contextes, comme vous le savez tous, les données sur le handicap soit ne sont pas disponibles, ou bien elles ne sont pas complètes, ou bien elles sont difficiles à comparer, ce qui pose des défis extrêmement importants en termes de planification et d'analyse. Parce que si les SIG ne fournissent pas les données nécessaires, on ne peut pas planifier, budgétiser de manière adéquate en vue d'assurer que l'éducation puisse être véritablement inclusive. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de cette thématique et pour donner vie à une sorte de fil rouge d'une thématique clé de notre communauté de pratique COP-DIESP autour de cette thématique sur l'importance d'avoir des données sur le handicap. Donc aujourd'hui, nous allons parler du SIG. Nous aurons prochainement d'autres webinaires globaux qui vont approfondir cette thématique clé relative aux données probantes sur le handicap. Et nous sommes ravis donc d'avoir aujourd'hui un panel d'experts qui vont partager leurs expériences. Nous l'avons dit dès le départ, la COP, ça sert vraiment tout d'abord pour partager les expériences, pour mutualiser les ressources, pour apprendre des autres. Il y a des pays qui sont plus avancés, qui vont partager leurs expériences. Il y a des bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées de manière positive avec bien sûr des adaptations. Donc nous sommes là pour favoriser ces échanges-là. Ce webinaire-là se veut hautement participatif parce que nous souhaitons que vous partagiez vos points de vue, vos idées, vos besoins à travers le Mentimeter. Donc, la facilitation des Mentimeter, nous allons en avoir deux au cours de ce webinaire et nous comptons sur votre participation active. Les webinaires seront facilités par Madame Esther Camara, consultante, qui est notre Community Manager de la COP DIESP. Et nous sommes très honorés d'avoir aujourd'hui un expert de renommée internationale, Daniel Montt, expert en handicap et en inclusion, qui va modérer un panel très, très intéressant que nous sommes sûrs trouvera votre appréciation. Et encore une fois, merci d'être là et merci de participer de manière active à ce webinaire. Je laisse la parole à Daniel Montt. Hello, and thank you very much. Bonjour et merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous, de vous parler de ce sujet qui est très important. Donc, je vais commencer à partager mon écran et je vais commencer ma présentation. Donc, nous allons d'abord voir les questions clés pour construire un SIG qui soutient une éducation inclusive. Donc, il faut qu'on soit tous sur le même plan en ce qui concerne les aspects fondamentaux. En fait, MIS est notre source d'information pour la planification, la conception et la prestation des services éducatifs. Donc, il faut qu'il soit construit correctement pour qu'il nous fournisse des informations nécessaires et d'une qualité fiable. Heureusement, beaucoup de pays souhaitent modifier leur siège et il y a de plus en plus d'activités dans la région et dans le monde. Donc, c'est vraiment en fait le temps propice pour réfléchir à tout cela. Et la communauté de pratique va faciliter ces efforts pour que nous puissions partager nos expériences et pour que nous puissions apprendre de l'un et l'autre. Lorsque nous parlons de l'émission inclusive, il faut d'abord voir ce que c'est l'handicap et l'éducation qui tient compte de l'handicap. Selon le CDPH, les personnes handicapées sont des personnes qui présentent des incapacités de toutes sortes, dont l'interaction avec les diverses barrières peuvent faire obstacle à leur pleine
et effective participation de la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et cela est très important parce que cela euh, inclut les caractéristiques personnelles, mais il faut aussi voir le contexte, les barrières environnementales qui existent. Et c'est cela qui crée des exclusions. Et une éducation inclusive consiste à transformer les systèmes éducatifs pour supprimer ces barrières et pour permettre à tous les apprenants, peu importe leurs difficultés de fonctionnement, de pouvoir accéder à cette éducation de qualité qu'ils méritent. Pour la planification sectorielle, nous avons besoin de données sur l'environnement et les enfants. Pour les enfants, il faut savoir quelles sont les limites, quelles sont les activités qu'ils n'arrivent pas à faire. Nous avons en fait un modèle pour cela. Nous avons également besoin de recueillir des données sur leurs besoins en matière de soutien. Il faut recueillir des données sur l'environnement, donc l'environnement physique, les toilettes, par exemple, l'environnement informationnel, donc les personnes ayant des difficultés cognitives et auditives, l'environnement matériel et l'environnement des ressources humaines. Quelles sont les compétences qui existent pour aider nos apprenants à apprendre. Donc, lorsque nous avons un siège inclusif, qu'est-ce que cela peut nous donner? Cela peut nous dire combien d'élèves sont en situation de handicap, les types et les degrés d'handicap, parce que le handicap est un terme très hétérogène. Les gens sont confrontés à des barrières très différentes. Ce n'est pas du tout un groupe homogène. Quels sont leurs besoins en matière de soutien? Ces besoins varient-ils en fonction de l'âge et du sexe? Et en quoi leurs résultats scolaires diffèrent-ils de ceux des élèves non handicapés? Quel est le lien quel est l'impact du handicap sur les élèves? Comment transformer l'environnement scolaire à travers l'infrastructure physique, les ressources humaines, le matériel pédagogique? Comment changer cet environnement et comment cela impacte l'environnement? Donc, d'abord, il y a la qualité des questions qui influent sur la fiabilité. Est-ce que nous posons nous posons des bonnes questions? Est-ce que nous avons une approche fonctionnelle et non médicale? Quelles sont les difficultés qu'éprouvent ces enfants? Et les qualités des questions sur les aspects appropriés de l'environnement. Il faut aussi voir les préoccupations relatives à la confidentialité. Les données au niveau des élèves est beaucoup plus importante. Donc, il faut prendre en compte ces contraintes de confidentialité, surtout si le système doit être rendu interopérable avec d'autres systèmes de données gouvernementaux. Donc, avec les MIS, avec les données de santé. Donc, ce sera très utile, très puissant, mais il y a des contraintes de confidentialité. Ensuite, qui saisit les données? Est-ce que c'est l'enseignant ou un administrateur? La formation et l'expérience des personnes qui saisissent les données. Et très important, quelle est la motivation? Nous demandons aux enseignants de remplir toutes ces informations. Si, est-ce que cela contribue à faire avancer les objectifs? Dans ce cas-là, nous aurons beaucoup plus d'adhésion et une meilleure qualité de données. Mais si c'est vu comme un exercice lambda, vous n'aurez pas la même qualité des données et le même niveau d'adhésion. Donc, il y a aussi des défis de mise en œuvre. D'abord, la stigmatisation. Les parents n'aiment pas que les enfants soient étiquetés comme handicapés parce que cela peut être utilisé à tort, hein. Et cela peut les envoyer à un système complètement ségrégué. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et
l'identification des difficultés des enfants ne veut pas forcément dire qu'il faut étiqueter un enfant. Le Portugal est un très bon exemple. On recueillit toutes ces informations sur ces enfants, mais l'enfant n'est pas étiqueté. On n'a pas besoin de dire que c'est un enfant handicapé pour donner en fait une éducation en conséquence. Nous avons besoin d'ordinateurs, nous avons besoin de codage. Il faut vraiment créer un système informatique, ce qui constitue un défi. Il faut que les enseignants passent plus de temps avec les enfants et ce ne sera pas un défi si les enseignants perçoivent cette tâche comme un outil d'aide pour les enfants. Il faut que maintenant nous allons interagir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour développer un siège inclusif? Vous pouvez scanner le code QR, vous pouvez aussi cliquer sur le lien, vous allez être dirigé vers un écran de multimètre et vous pouvez voter les défis auxquels vous êtes confrontés. Donc, je vais euh, donner la parole à mon collègue qui va vous montrer les résultats au fur et à mesure. C'est Esther Camera. Je ne vois pas l'écran Menti. Esther, est-ce qu'on le voit? Oui, vous pouvez voir maintenant l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran Menti? Ah, le voici, d'accord. Parfait. Encore quelques minutes pour permettre aux gens de voter. Il semble que dans l'ensemble, ce sont les capacités techniques qui sont en tête pour pour les systèmes électroniques, pour pouvoir les suivre et suivre les enfants individuellement, leurs besoins individuels, pouvoir évaluer les résultats. Donc, c'est le genre de capacité technique qui s'avère nécessaire. Je pense que nous avons 59 personnes qui ont voté. Have work to do in trying to change people's concept of what disability is, that it is this interaction between the difficulties that, say, a child might have doing different activities and the environment d'avoir à mener certaines activités et l'environnement dans lequel il se trouve. Et c'est cette interaction qui est importante pour pouvoir construire des systèmes qui permettent d'éliminer ces barrières. Bien, je pense que les résultats sont parfaitement clairs, que le numéro 1, c'est la capacité technique, le deuxième, c'est les médias sociaux, parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps et je vais donc revenir à mes diapositives pour les dernières. Pour aller de l'avant, ce que nous faisons, nous devons revoir notre système actuel et voir quelles sont les données collectées, les procédures de mise en œuvre. Est-ce que vous avez des systèmes électroniques? Est-ce que vous ne collectez de données que lors de la première semaine de l'année scolaire et qu'ensuite vous ne suivez pas ce qui se passe quelques mois plus tard? Quelles sont les données que vous recueillez? Comment est-ce que vous les recueillez et comment est-ce que vous les mettez en œuvre? Deuxième question, il faut modifier les formulaires. Et quelles sont les questions que vous souhaitez utiliser pour identifier les enfants en situation de handicap et pour décrire l'environnement également dans lequel ils fonctionnent? Et une fois que l'on a cela, on peut mettre en place un plan pour l'électronique, un système de collecte de données au niveau de l'étudiant et bien entendu budgétiser les ressources. Et il y aura au début des coûts de transition pour la création d'un tel système, ce qui nous ramène toujours aux ressources financières.
Et nous devrons simultanément faire de la sensibilisation et de la formation pour que ce modèle social en handicap soit accepté, que les enseignants nous donnent les données dont nous avons besoin. Et bien entendu, nous devons également faire des tests du système pour s'assurer que les choses fonctionnent bien, que nous avons donc les responsabilités, la qualité et que nous pouvons donc ensuite développer cela. Et il est important pour nous de pouvoir développer notre plan, le suivre et évaluer l'impact. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Et j'attends avec impatience d'avoir donc le retour d'information de nos membres de la communauté de pratique au fur et à mesure que passera le temps. Merci. Déjà eu des inputs de la part des participants. Nous avons plus de 200 participants à ce Global Webinar. Donc, Daniel Monte, je te laisse poursuivre en animant ce panel de discussion avec trois invités de trois pays différents, des continents différents, des expériences différentes. Daniel Monte, over to you. Okay, great. La parole est Well, à we vous. are delighted to have with Bien, us nous sommes here today ravis three d'avoir aujourd'hui des panélistes extraordinaires pour discuter de l'évolution de ce SIG extraordinaire et nous apprendrons mutuellement de l'autre. Annie Mendy, qui est qui est la directrice de la petite enfance au ministère gambien de l'éducation de base et secondaire. Nous avons également avec nous Marie Schoonman, qui est une experte technique et membre de la groupe de réflexion ministérielle qui réexamine la politique pour l'éducation inclusive en Afrique de l'Ouest, mais qui ne représente pas le ministère ici. Et nous avons également Asmik Goussaïen, qui est un expert en protection sociale et éducation inclusive et qui est membre du groupe de travail ministériel sur la réforme du handicap en Arménie. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir accepté de faire partie de ce panel aujourd'hui. Nous sommes intéressés à améliorer les données qui peuvent nous aider à mieux construire un système et des systèmes d'éducation inclusive et nous allons faire des choses intéressantes aujourd'hui. Et vous faites des choses intéressantes et les gens pourront apprendre de ce que vous faites. Nous avons du temps et pas trop de temps pour entrer dans les détails. Et ma première question était de savoir quel était le facteur motivant qui vous a amené à entreprendre ces efforts récents. Marie, pourquoi ne pas commencer? Merci, Jen. Merci Daniel, pardon. Merci pour cette introduction. En Afrique du Sud, la motivation était très claire. En dépit de plus de 20 ans de mise en œuvre de la politique, l'Afrique du Sud doit encore améliorer la visibilité de tous les enfants en situation de handicap. Peut-être je devrais dire qu'il y en a encore beaucoup qui sont déscolarisés. Malheureusement, certains enfants sont sur des listes d'attente ou non, placés de manière inappropriée. Et sans avoir de données comparables et fiables, le système a été incapable de mettre efficacement en place une éducation inclusive, un soutien sur du plan, une exclusion, suivre les exclusions et répondre aux obligations CRPD constitutionnelles. Donc, ce n'est pas simplement un exercice technique d'améliorer les données, c'est une question de droit et de responsabilité. Directrice Anna, je suppose qu'il y a la logique est la même en Gambie, mais quels ont été vos principaux efforts? Je dois dire que pour la Gambie, la logique était la même. Non, je ne vous entends pas, dit Daniel Monde. Les interprètes non plus. Notre principale motivation, est-ce que vous pouvez m'entendre? Un peu mieux, dit l'interprète. Oui, allez-y, Anna. Notre principe, elle a peut-être un problème de connexion, dit Daniel Monte. Donc, on n'entend pas vraiment pas, dit Daniel Monte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus d'Afrique du Sud? Non, nous pouvons entendre Anna. Nous pouvons l'entendre. Donc, la parole est à la directrice Anna. Oui, en Gambie, notre principale motivation a été de
faire en sorte que les inégalités en matière d'éducation soient visibles et que l'on puisse entamer des actions pour pouvoir passer d'une planification fondée sur des données, sur un rapport global à une éducation et une planification fondée sur des données probantes. Et ceci a amené à mettre en place 3 actions importantes. Tout d'abord, renforcer notre travail en matière de réforme du SIG pour mieux saisir les variables liées à l'équité et l'inclusion et identifier les enfants en situation de handicap et suivre les données, les éléments relatifs à l'accessibilité et suivre donc les enseignants spécialisés pour les enfants en situation de handicap. Deuxièmement, faire avancer l'agenda de transformation numérique pour les données de l'éducation afin d'améliorer l'accès aux données pour la planification et la prise de décision et de promouvoir, troisièmement, une approche plus participative des données et de la redevabilité en faisant le lien entre les améliorations du SIG à des outils comme le bulletin scolaire, le tableau de bord communautaire qui permet donc des perspectives communautaires et de tenir compte des réalités au niveau de l'école et de les inclure dans la discussion sur l'inclusion et le service à fournir. Merci. Excusez-moi de ne pas entendre. Mary, qu'a fait l'Afrique du Sud? Eh bien, en Afrique du Sud, le changement le plus important qui maintenant est en cours est de passer d'une approche axée sur les déficits en matière de handicap, basée sur les diagnostics. Et j'ajoute en passant que le diagnostic est très difficile en l'absence de professionnels formés pour diagnostiquer les enfants, notamment dans les régions éloignées. Mais nous aimerions passer de cet déficit en matière de handicap à une approche fonctionnelle axée sur le soutien qui donne le profil des difficultés et des capacités également et des points forts des apprenants. Une revue récente de la politique nationale sur l'éducation inclusive qui a été demandée par le ministère de l'enseignement de base s'est axée sur un certain nombre de points et de problèmes. Tout d'abord, recadrer les données sur le handicap dans le SIG pour s'écarter des catégories médicales pour aller vers des difficultés fonctionnelles alignées sur le groupe de Washington et le modèle de fonctionnement de l'enfant de l'UNICEF et renforcer également le profil de l'apprenant de façon à ce que les informations fonctionnelles, le dépistage précoce, les expériences, les barrières que l'on connaît, les besoins en matière de soutien et d'autres problèmes soient bien saisis et ensuite soient inscrits avec l'apprenant dans le système. Et enfin, faire le lien entre les systèmes sophistiqués existants dont nous disposons en Afrique du Sud, comme par exemple le SAMS numérique et l'URITS, qui est un système d'info et de suivi de le faire de manière délibérée, de façon à ce que les données collectées par les écoles puissent informer la planification, soutenir la fourniture, l'offre et les décisions de financement. Asmik, c'est quelque chose pourquoi l'Arménie est assez active. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Merci beaucoup, Dan. Merci de la possibilité qui nous est donnée de partager l'expérience de l'Arménie. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que l'Arménie a réussi sa transition d'une approche médicale basée sur le diagnostic vers un modèle d'évaluation fonctionnelle. Donc, nous n'utilisons plus cette approche médicale pour décrire les gens en situation et les enfants en situation de handicap. Et il en va de même dans notre système éducatif. Et dans les SIG, nous utilisons presque la même description des besoins spéciaux en matière d'éducation et des enfants en situation de handicap. Et nous décrivons également leur environnement dans le système, notre motivation et les adaptations à ce système environnemental scolaire. Notre motivation, eh bien, il y en a deux. Tout d'abord, nous avons des obligations en matière de UNCRPD, c'est par rapport à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et le deuxième point, c'est d'assurer que les enfants en situation de handicap soient visibles dans le système scolaire, savoir combien il y a d'enfants qui étudient à l'école et qui sont en situation de handicap, et également faire le lien entre le programme éducatif et les besoins de ces enfants. Et je souhaiterais ajouter sur le fait qu'il y a des réformes en parallèle dans le secteur de la protection sociale. Nous sommes passés, comme je vous l'ai dit, à une évaluation fonctionnelle et les besoins éducatifs spéciaux
eh bien, nous incluons là des enfants et qui ont des difficultés en matière d'apprentissage, qui sont en situation de handicap, et également des enfants qui ont des capacités exceptionnelles, qui sont tous considérés comme étant des enfants ayant des besoins particuliers. Ils sont évalués dans le cadre de l'approche fonctionnelle et les données sont saisies ensuite dans le système SIGE. Et pour ce système SIGE, notre Centre national pour la technologie éducative a créé un nouveau modèle qui inclut cette information et qui nous permet également d'avoir de très bonnes données sur les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Et ce système nous permet d'inscrire les enfants ou de faire une évaluation personnelle en utilisant des catégories standardisées alignées sur le cadre international. Et ce système nous permet d'avoir des données désagrégées par âge, par sexe, par région, par école. Et nous pouvons recueillir également toutes ces informations par type de besoins spécifiques d'éducation et le niveau de soutien également dont ces enfants ont besoin. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ceci nous permet également de calculer l'inscription et les taux de participation et de comprendre combien d'enfants en situation de handicap et dans quelle région existent, et ensuite suivre les tendances dans le temps et générer ensuite des éléments de preuve, des éléments probants pour les décisions politiques, parce que le SIGE est le fondement la base qui nous permet de calculer les fonds nécessaires pour les écoles. Et l'éducation inclusive fait partie du financement de l'école, et le SIGE nous permet d'avoir ces données importantes pour créer le budget nécessaire aux écoles. Et les données montrent que nous avons commencé ce module en 2019 et qu'à partir de 2022, nous avons élargi ce module et nous avons maintenant également sur les enfants en âge préscolaire et pour les enfants ayant des besoins particuliers. Et à ce jour, nous avons plus de 11 400 enfants. Notre pays est petit, donc nous avons peu d'enfants et le nombre d'enfants ayant des besoins éducatifs particuliers est relativement important. Et donc, grâce à ce soutien, il est plus facile aujourd'hui pour le gouvernement de calculer le financement de l'éducation et notamment le besoin en matière d'éducation spécifique et les besoins éducatifs particuliers. Je dirais que tout ne fonctionne pas parfaitement bien, comme pour toute réforme. Ce n'est pas une réforme facile d'amener les enseignants à comprendre l'importance de cela. Et je dirais que au tout début, lorsque nous utilisions uniquement le SIGE pour saisir les données pour les enfants en situation de handicap, les informations étaient saisies par les enseignants et ceci a créé beaucoup de problèmes. Et nous avions perdu des données en temps réel car les enseignants ne comprenaient pas cette nécessité. C'était un petit peu les surcharger et accroître leur travail quotidien pour entrer des données sur les enfants, leurs besoins, leurs progrès, etc. Et par la suite, en 2019, lorsque nous avons créé ce nouveau module, les données sont maintenant saisies dans le système par des centres de soutien pédagogique et psychologique, ce qui a permis d'améliorer la saisie des données. Et nous avons donc maintenant des données en temps réel, les informations pour ces enfants figurent dans SIGE, et nous voyons donc là l'image et tout ce dont nous avons besoin y figure pratiquement. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous et je vois comment se pencher sur ces inexactitudes est un défi et c'est très important. Madame la directrice Anna, quels ont été les principaux défis de la Gambie? Eh bien, les défis pour la Gambie ont été la définition des données et de la cohérence. Se mettre d'accord sur des définitions standards, ce qui compte dans la catégorie du handicap, les besoins en matière d'inclusion, vulnérabilité, et assurer donc l'interprétation cohérente entre les écoles et les régions, et également la qualité des données et les questions d'achèvement. Et ce qui nous embêtait, ce sont les valeurs manquantes, le sous-reporting et même un reporting insuffisant sur la qualité, notamment pour des indicateurs liés à une éducation inclusive sensible.
et également des contraintes en matière de capacité et de flux de travail, un temps limité, des compétences limitées à l'école et au niveau régional pour une saisie précise des données, des responsabilités concurrentes et également une faible boucle de rétroactivité qui est importante pour réduire et qui réduit la motivation en matière de rapport. Oui, il y a beaucoup de défis. Et Marie, en Afrique du Sud, bien, je dirais, Daniel, que tout d'abord, il y a une confusion conceptuelle. Comme en Gambie et en Arménie, l'identification de personnes en situation de handicap, nous la voulons être plus cohérente et plus conforme au modèle social de handicap. Ça a été un défi. Et au lieu d'avoir une politique progressive comme il y a une vingtaine d'années, les gens se sont écartés et ont demandé ce qui ne va pas avec ces enfants plutôt que de demander quelles sont les barrières que l'on connaît et de comprendre, saisir cela dans les données, de comprendre le soutien qui est nécessaire et où, et alimenter cela et alimenter la base de données sociales pour pouvoir ensuite mettre en place un plan. Donc, nous avons réalisé que l'on ne peut pas corriger les données sans d'abord corriger tout l'ensemble du modèle conceptuel et ceci jusqu'au niveau de la classe. Et deuxièmement, il y a une fragmentation dans le système. L'éducation, la santé et le développement social ont collecté des données différentes en utilisant des définitions différentes sans qu'il y ait interopérabilité. Ceci signifie les données d'identification première se traduisaient rarement en soutien éducatif jusqu'au moment où l'enfant entre dans le système éducatif et quitte le système éducatif. Donc, la leçon étant que l'intégration doit être conçue de manière délibérée, ça ne peut pas être quelque chose de présumé simplement. Il est encourageant d'entendre que l'Arménie a fait des progrès à ce niveau. Et troisièmement, je dirais que imposer une charge plus lourde aux écoles sans qu'il y ait davantage pour elles reste un défi. Il a été demandé aux enseignants de mobiliser des données importantes, même au niveau hebdomadaire, et elles n'ont que très rarement pu voir comment est-ce que cela améliore le soutien ou les ressources obtenues en classe. Et dans le temps, ceci a fait de la collecte de données un exercice de conformité et a créé une attitude négative envers l'éducation inclusive de manière générale. Donc la leçon est simple mais importante. Si les données ne reviennent pas vers les écoles sous forme de soutien, la confiance dans le système disparaît. Oui, j'ai vu cela dans de nombreux endroits. Madame la directrice Anna, vous avez dit que dans le passé, lorsque les données étaient collectées, elles n'étaient pas toujours utilisées systématiquement. Et ceci sape la confiance et réduit la motivation qu'il faut de prendre la collecte de données sérieusement. Et maintenant que vous avez réussi à améliorer cela, comment est-ce que vous envisagez de les utiliser? Pour une meilleure planification et un meilleur ciblage, nous voulons améliorer les données désagrégées pour identifier les inégalités et inéquités et cibler le soutien nécessaire, là où il est nécessaire. Et nous voulons également une affectation des ressources pour l'inclusion, informer les décisions sur le déploiement des enseignants, le soutien à l'apprentissage, les ressources en matière d'aide, les améliorations sur le plan de l'infrastructure et du matériel pédagogique inclusif. Et un suivi à travers des tableaux de bord, utiliser donc les tableaux de bord ou la visualisation des HIS2 pour suivre les indicateurs liés à l'inclusion de manière plus fréquente et répondre plus rapidement plutôt que d'attendre pour les cycles annuels uniquement. Nous voulons également une plus forte redevabilité et un engagement en utilisant les cartes rapport scolaire et les bulletins scolaires et les processus de tableaux de bord pour trianguler les données administratives avec les expériences communautaires et les expériences scolaires et améliorer la réponse. Et nous voulons enfin un reporting sur les partenaires, la politique, pour produire des éléments probablement plus crédibles en matière de direction de la politique nationale et et le reporting concernant donc l'ODD 4, notamment concernant l'équité et les engagements en matière d'inclusion. Et qu'en est-il de l'Afrique du Sud? Comment est-ce que vous envisagez d'utiliser vos données améliorées sur le handicap? Nous essayons de voir comment est-ce que le système planifie, finance et suit l'inclusion.
Nos collègues ont parlé de la façon dont les données sous-tendent cela. Tout d'abord, au niveau provincial et du district, parce qu'en Afrique du Sud, nous avons des fonctions qui à différents niveaux et nous avons besoin de données fonctionnelles pour permettre aux planificateurs d'identifier où se concentrent les besoins en matière de soutien pour affecter du personnel et la technologie de manière plus équitable, notamment dans les écoles éloignées, et de nous écarter de prise de décision pour aller vers un soutien qui suive l'apprenant. Et trop souvent, donc, beaucoup d'enfants sont envoyés et placés dans des écoles spéciales plutôt que de les intégrer dans les écoles régulières. Et deuxièmement, au niveau national, nous voulons améliorer les données SIGE, ce qui permet donc un meilleur reporting sur l'accès, la progression, l'abandon et les résultats. Une réforme basée sur des éléments probants pour le financement et des normes de post-provision et un bon suivi pour voir si l'éducation inclusive existe réellement dans les écoles régulières et non pas uniquement une promesse, n'est pas uniquement une promesse dans la politique. Donc, une administration scolaire modernisée, un système de gestion, SAMS, permet donc d'améliorer des tableaux de bord en temps réel et la validation des données et permet également un potentiel réel pour suivre l'inclusion de manière plus dynamique, mais ceci dépend également du soutien qui était apporté et les champs de soutien par rapport aux besoins. Et enfin, les réformes de données doivent créer le fondement pour la redevabilité juridique. Une fois que le handicap et les besoins en matière de soutien sont visibles dans le système, l'exclusion et l'insuffisance ainsi que l'inégalité sont plus facilement identifiés. Et ceci est essentiel pour aligner les systèmes éducatifs sur l'article 24 du CRPD, notamment le commentaire général 4, qui demande aux États de savoir où se passe l'exclusion de façon à pouvoir y remédier. Et que peut-on dire de l'Arménie ASMI? Comment est-ce que vous voulez utiliser cela dans votre système? Bien, comme je l'ai dit, la mise en œuvre de ces changements a facilité la collecte de données exhaustives sur les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et a permis de lier cela à l'organisation de plans d'apprentissage individualisés et les services fournis à ces enfants et pour également informer et alimenter le financement des écoles. C'est-à-dire que l'argent suit l'enfant et cela permet d'améliorer le financement des écoles et l'éducation de ces enfants et notamment leurs résultats scolaires. Et ceci a beaucoup aidé à améliorer la précision des données car le financement scolaire crée également le financement de l'éducation nationale et le budget national de l'éducation. Et ceci permet d'améliorer les politiques et une meilleure planification du secteur de l'éducation de manière exhaustive. Et je voudrais vous dire quelques mots sur les défis à utiliser ces données parce qu'au début, lorsque nous avons planifié ces réformes, nous voulions avoir une forte interopérabilité entre différents ministères, entre le ministère de la Santé, de l'Éducation et de la Protection sociale. Donc, c'est de façon à ce que ces données puissent être partagées et améliorées, non seulement en matière d'éducation, mais également de connaître les choses, d'avoir une idée sur les changements environnementaux et la protection sociale de ces enfants. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, notre système SIGE n'a d'interopérabilité qu'avec le registre de la population et que ceci, bien que la terminologie et l'approche soient la même que ceux du système e-disability, cela permet de fournir des données au système, mais nous ne recevons pas de données en retour. Au départ, l'idée était que le SIGE recevrait des données du secteur de la santé et qu'ensuite, sur la base de son évaluation, il pourrait évaluer la participation, les capacités de participation et passer cela au secteur de la protection sociale et ensuite les enfants n'auraient passé qu'une seule évaluation et que ensuite on leur fournirait ce dont ils ont besoin. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette interopérabilité que nous recherchons, mais nous travaillons à cela. Et je dirais que pour que tout fonctionne comme nous le souhaitons, il faut donc des échanges de données, des exigences justifiées en matière d'échange de données devraient être intégrées dans la législation, ce qui forcerait le système à fonctionner. Merci. Et en fait, c'est un défi
Et donc, il y a donc le SIG, l'aspect social. En fait, le problème, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux enfants qui sont déscolarisés, oui. Et ce qui découle, à mon sens, en vous écoutant toutes les trois, c'est que les réformes de données doivent être intégrées dans la réforme du système et pas uniquement l'amélioration du SIG. Et ces questions ne sont pas uniquement des questions techniques. Bon, ce sont des questions techniques, mais cela va au cœur de ce que nous entendons par le handicap en regardant les choses à travers les lentilles inclusives. C'est mon tour? Oui, d'accord. Eh bien, l'objectif premier, comme nous l'avons dit, est d'améliorer la collecte de données en matière d'éducation pour assurer que l'utilisation synchronisée de l'information par toutes les agences pertinentes est bien en place et d'offrir des services aux enfants en situation de handicap et ayant des besoins particuliers, que ceux-ci soient partagés entre toutes les agences qui travaillent pour ces enfants. Pour cette raison, les systèmes informatiques doivent offrir une interopérabilité, un échange de données réelles pour permettre une prise de décision informée et en temps opportun. Deuxième priorité, c'est que ces données mises à jour sur les enfants ayant des besoins particuliers sont en situation de handicap, il faudra pouvoir suivre leur inscription dans l'éducation et suivre leur progrès. Pour l'heure, je dirais que nous avons des notes positives indiquant que nos données sont utilisées pour suivre les enfants qui sont déscolarisés. Et c'est un progrès important en utilisant donc les données SIG et les données de la protection sociale et les données du secteur de la santé. Ceci qui permet au ministère de l'Éducation et d'autres agences de suivre les enfants à risque d'être déscolarisés et les enfants qui ont des conflits avec la loi. Donc, nous travaillons dans cette direction pour améliorer les données et avoir de meilleures données pour une prise de décision informée. Et merci beaucoup. Ça a été fascinant de vous entendre toutes les trois. Comme nous le voyons ici, c'est non seulement important que l'information soit de bonne qualité, mais qu'elle soit utilisée dans tous les aspects pour offrir une éducation de qualité, mettre en place des politiques, des programmes, les mettre en œuvre et en fait suivre et évaluer ces programmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps il nous reste? J'ai vu une question dans le commentaire que je voulais reprendre et quelques personnes ont dit comment est-ce que nous pouvons collecter ces données sans médecin? Et je pense que c'est ce que nous entendons par changer l'idée conceptuelle. Nous ne cherchons pas un SIG qui dirait, eh bien, cet enfant est atteint d'autisme ou cet enfant est atteint de sclérose en plaques, etc. Les enseignants ne peuvent pas faire cela. Ce n'est pas vraiment utile pour nous. Ce que nous recherchons, c'est voir ce que les enfants peuvent faire, enseignants peuvent faire, c'est identifier des enfants qui ont des problèmes à faire certaines choses comme marcher, rester, à effectuer les tâches, voir, entendre, etc. Et les enseignants peuvent identifier cela. Ils sont bien placés pour identifier cela. Nous pourrons parler de cela beaucoup plus par la suite. Et Esther ou n'importe qui, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de minutes il nous reste pour répondre à quelques questions? Gardera le contact, la communauté de pratique offrira aussi l'opportunité d'approfondir. Donc, même si on n'aura pas la possibilité de répondre en profondeur à toutes les questions qui vont émerger, soyez rassurés, chers participants, parce que nous allons prendre le soin de bien les analyser et de revenir vers vous. Des ressources seront disponibles sur la plateforme MyIAP suite à ce webinaire global. Et comme vous le savez, la communauté de pratique elle-même est l'espace idéal pour poursuivre nos échanges, pour approfondir et apprendre les uns des autres. Dan, over to you. Yes, my promise. Oui, je ne parle pas le portugais et le français. Donc, si quelqu'un pourrait aussi intervenir dans le chat. Nous n'avons pas besoin pour identifier les enfants qui sont en fait, qui peuvent être exclus.
est-ce que les enfants ont besoin d'un soutien physique ou bien un soutien en matière d'apprentissage ou de gestion de comportement? Bon, euh, est-ce que quelqu'un pourrait me diriger vers une question, comme il y en a pas mal en français aussi? Oui, je pourrais le faire. Donc la question, c'est en Afrique du Sud, les enfants ont un accès gratuit à certaines ressources. Et qu'en est-il pour la Gambie? Et comment est-ce que le SIG profite de cela? Marie, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui. En Afrique du Sud, nous avons un système très important. Il y a 14 millions d'enfants dans les écoles. Donc, nous avons le financement. euh, et il faut faire avec le budget pour atteindre l'équité. La majorité des écoles sont des écoles gratuites. Et l'État fournit des ressources. Nous avons fait beaucoup de progrès en matière de euh, matériel pédagogique adapté comme le braille jusqu'à l'éducation formelle. Mais pour le moment, nous avons un certain problème. Une grande portion de notre budget est consacrée aux écoles spécialisées, qui sont des écoles à part. Il faut maintenant canaliser le financement vers les écoles inclusives. Et c'est ça le problème avec des pays où il y a eu des écoles spécialisées. Donc, nous souhaitons avoir davantage de financement et surtout du matériel et des ressources en format accessible dans les écoles inclusives. Et c'est en fait le défi le plus important. Euh, En Gambie, la majorité des enfants ayant des handicaps sont dans les écoles inclusives. Le gouvernement soutient la formation des enseignants. Il donne des ressources en braille et nous avons également le langage de signes. La qualité de l'oratrice est très mauvaise. L'interprète s'efforce de faire son mieux. Nous utilisons les données SIG pour identifier euh, où sont les enfants qui ont besoin de soutien pour que nous puissions canaliser les ressources vers ces enfants. Et il y a une question très intéressante sur, alors, est-ce que vous avez déjà eu une résistance de la part du ministère des Finances? Car ils estiment qu'il y aura une grande identification des enfants qui sont en situation de handicap. Est-ce que vous avez déjà rencontré une réaction comme quoi vous aurez identifié trop d'enfants ayant un handicap et cela va nous coûter beaucoup d'argent? Écoutez, en Afrique du Sud, bon, je voulais juste dire que le recensement national utilise une fonction. Le défi est d'aligner l'éducation au recensement national et aux enquêtes de ménage. En Afrique du Sud, il y a une grande importance accordée au droit. Donc, le défi, c'est d'aligner nos systèmes. Et on a Et est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Je dirais que oui. C'était une préoccupation qui était vraie pour l'Arménie, mais grâce à l'UNICEF, garder les écoles spécialisées coûte beaucoup plus cher par rapport aux enfants, par rapport aux mettre les enfants dans les écoles inclusives. Nous
avons cette réforme dans notre pays. Nous avons réduit le nombre d'écoles spécialisées de 25 à 6. Et le, toutes les autres écoles sont devenues des écoles inclusives. Et le financement est orienté vers les écoles inclusives. Le système est devenu beaucoup plus transparent. Nous savons où sont les enfants, ce qu'ils apprennent, comment ils apprennent, euh, et le financement des réaménagements est très spécifique. Le financement est accordé selon les besoins. Cela coûte cher, certes, mais cela ne coûte pas aussi cher que les écoles spécialisées. En Gambie, et c'était un défi très important. Nous avons eu un soutien de la part d'autres parties prenantes, mais c'était quand même un défi. Désolé, la qualité du son de l'oratrice n'est pas claire. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui pose la question sur la formation donnée aux enseignants pour recueillir des données? Est-ce que vous pouvez donner des exemples des décisions qui ont été alimentées par les politiques? Nous avons des points focaux dans chaque école. Ces points focaux peuvent utiliser les outils de diagnostic qui ont été développés euh, pour qu'on puisse identifier les enfants en situation de handicap. Nous avons beaucoup travaillé sur l'exactitude des données. Il y a eu des programmes de la Banque mondiale qui nous a aidé à développer un point de dépistage, un outil de dépistage. Et les enseignants et les points focaux sont en fait formés dans l'utilisation de ces outils de dépistage. J'étais en fait aussi impliqué dans ce genre d'outils, dans la formation et dans le dépistage de ces enfants. En fait, l'idée, c'était de regarder le modèle de fonctionnement qui est en fait recommandé pour utiliser, pour identifier les enfants en situation de handicap. Les, en- Est-ce que les- nous pensons que les enfants, les enseignants peuvent aussi identifier les enfants ayant des handicaps. Et l'alignement est très proche avec l'identification des parents. Il y avait une exception dans le domaine de l'apprentissage où où les enseignants ont identifié davantage d'enfants ayant des problèmes d'apprentissage par rapport aux parents. Donc, nous avons en fait des éléments de preuve comme quoi les enseignants peuvent identifier les enfants ayant des problèmes fonctionnels qui peuvent les exclure. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite répondre à cette question. Je dirais qu'en Arménie, nos écoles spécialisées ont été transformées en centres psychologiques et ces centres donnent aux enseignants une meilleure formation. Il y a pas mal de formations pour le corps professoral. Il y a des séminaires à l'intention des parents également pour qu'on puisse les faire comprendre les natures différentes des handicaps et pourquoi faut-il un environnement adapté pour ces enfants. Et le handicap ne doit pas être considéré comme un, han- comme un inconvénient, mais plutôt comme un avantage pour égaliser la société.
Et c'est la mentalité qu'il faut aider à développer. En Arménie, nous avons un centre régional pédagogique et soutien psychologique qui coordonne le travail d'une vingtaine de centres. Il y a des guides méthodologiques qui sont élaborés et, et, et le SIGE est aussi très important. Grâce au SIGE, nous pouvons comprendre où sont les enfants et quels sont les soutiens dont les enfants ont besoin. Tout est documenté en fait. Je n'entends plus l'oratrice, excusez-moi. Je dirais que cela fonctionne. Le système fonctionne très bien. Ben, je suis ravi de l'apprendre. Une autre question. Est-ce qu'il y a un modèle qui doit être inclus dans le SIG pour refléter les données relatives au handicap? Oui, le modèle de fonctionnement de l'enfant est un bon point de départ. En ce qui concerne l'environnement, il y a des exemples. Euh, il y a aussi des recommandations de l'UNICEF sur les mises qui est mise à jour. Il y a des pays comme le Fidji qui ont demandé des questions environnementales. Donc, il y a pas mal d'exemples de la part des pays. Il y a des questions plus importantes et l'idée est de partager nos expériences au sein de cette communauté. Quelles sont les données que nous recueillons? Et il faut vraiment construire cela ensemble et adapter au contexte local dont nous, nous euh, les, et- donc la disponibilité des lecteurs sont très importants sur les écrans des ordinateurs, mais parfois si vous n'avez pas de, d'or- d'ordinateur, cette recommandation est complètement inutile. Il faut aussi capter les inclusivités. Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez voir. Dan, si je pourrais juste intervenir, l'Afrique du Sud a travaillé beaucoup sur la contextualisation et sur la compréhension des besoins des enfants. Nous avons vraiment a fait beaucoup de progrès sur notre politique de dépistage, d'identification et de soutien. Cela compte sur la compréhension des enseignants sur les enfants. Nous avons un bon niveau de progrès et presque 70% des écoles ont une équipe de résolution de problèmes qui se penche sur les barrières systémiques, y compris les attitudes, les défis, la famille et tout un éventail de sujets, et non seulement les difficultés d'apprentissage. Et donc, euh, euh, il faut aussi développer les plans individuels d'apprentissage. Et je pense qu'il est très important. Et je suis ravi de voir mon collègue ici. Il faut vraiment que l'école puisse faire son propre développement de ses capacités afin d'inclure tous les enfants. Merci beaucoup. Au Fidji, la façon dont ils essayent de prendre les données et les utiliser au niveau de l'école, une fois qu'ils ont collecté les données SIG et que l'on a identifié l'enfant comme étant à risque, le SIG collecte des données également. On essaie de voir quel est le besoin, le soutien dont l'enfant a besoin, à qui il faut le référer, qu'est-ce qui existe au sein de l'école, quelles sont les insuffisances. Et l'école peut dire, nous avons tant d'enfants qui ont besoin de ce type de soutien. Voilà, il y en a tant qui ne reçoivent pas ce soutien à l'école. Et combien cela pourrait coûter dans le budget, cela permet de le calculer. Et il y a également une conférence parents et enseignants. Une fois que l'on a identifié les enfants, les parents viennent parler aux enseignants et regardent le SIG ensemble pour qu'il y ait plus
un accord, disons une évaluation collaborative pour les enfants ayant ces difficultés. Et cela peut être utilisé au niveau de l'école pour voir comment est-ce qu'ils vont adapter les besoins de l'enfant à l'école. Et ensuite, ils peuvent agréger ces données au niveau du système pour le ministère de l'Éducation afin de voir quelle est l'étendue de ces besoins, où se trouvent ces besoins et quels seront les coûts pour y répondre. Donc, c'est l'approche qui est adoptée, ce qui m'amène à la prochaine question que je peux voir, à savoir une planification inclusive réussie implique une participation des institutions locales. Donc, comment est-ce que le financement des activités de la planification sur le terrain peut se faire? On revient toujours au financement, comme vous le voyez. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous souhaite faire un commentaire. Je dirais que le financement, oui, pour certains pays, c'est un problème. Mais il y a toujours un financement qui n'est pas dépensé correctement, qui n'est pas appliqué correctement. Et il faut donc le financement au bon endroit. Et comme je l'ai dit, par exemple, il y avait ces écoles spéciales avec beaucoup d'élèves qui y étaient envoyés pour des raisons de pauvreté plutôt dans ces systèmes ségrégés. Et maintenant, c'est du passé. Nous n'avons plus ces écoles spécialisées et tous les enfants sont dans les écoles régulières. Et tout ce financement maintenant va vers les écoles régulières pour apporter un soutien aux enfants et à leur inclusion dans le système éducatif. Et une chose que je souhaitais ajouter, c'est que les enseignants n'évaluent pas le handicap dans les écoles, mais simplement les besoins éducatifs particuliers. La visibilité de l'évaluation, c'est pour le secteur social. C'est un système différent, l'évaluation est différente. Et ici, nous ne regardons que les besoins éducatifs spécifiques, l'environnement, les outils, la méthodologie, la pédagogie, tout cela pour répondre aux besoins des enfants et pour développer un plan individuel et suivre la mise en œuvre de ce plan individuel. Donc, c'est là le rôle de l'école, se concentrer sur l'éducation et non sur le handicap. Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je voudrais dire une chose, que l'un des principes du CRPD, c'est une réalisation progressive. Nous ne pouvons pas modifier nos écoles et notre système complètement cette année, ni dans les 5 ans à venir. Mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'entreprendre les actions nécessaires pour obtenir les données, avoir le cadre nécessaire dont nous avons besoin et pour y aller aussi rapidement que possible, étant donné nos connaissances, notre niveau de ressources et cette communauté de pratique peut être quelque chose qui permettra de mettre de l'huile dans les rouages. Donc là encore, je voudrais remercier Anna Mendy pour avoir partagé, Anna-Marie, pour avoir partagé votre expérience avec nous et à SMIC et merci à toutes les trois. Merci à vous trois avec lesquels nous avançons. Merci. On est trois panélistes ainsi qu'à tous les participants qui ont enrichi les échanges. Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de questions très intéressantes qui ont été partagées. Comme j'ai dit tantôt, nous n'allons pas les ignorer, mais nous allons les valoriser dans le cadre de la communauté de pratique. Déjà, toutes les ressources en lien avec ce webinaire seront mises à votre disposition à travers la plateforme MyIP. Mais d'autres ressources, vous allez les découvrir à l'intérieur de notre communauté de pratique, comme DIESP. Et donc, nous allons vous inviter à devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà. Merci encore à vous tous. Je tiens à rappeler et à souligner que Madame Mendy, la directrice Mendy, Anna Nancy Mendy, est le point focal de la Gambie pour le programme régional planifié pour l'éducation inclusive qui est financé par l'AICS. Donc, nous sommes en train de valoriser les expériences des pays ciblés dans le cadre du programme, mais en même temps d'élargir aussi à d'autres continents pour apprendre des expériences. Et les échanges dans le chat ont montré que vous êtes vraiment intéressé à en savoir plus, à avoir les outils, à avoir des ressources. Cela montre toute la pertinence de notre COP DIESP que nous allons partager avec vous. Nous allons vous présenter rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de vous donner un aperçu de la communauté de pratique, de la plateforme et aussi surtout de la valeur ajoutée.
Donc, cela a été déjà mentionné par notre directeur de l'IPE. Les communautés de pratique sont des instruments et des outils très puissants qui sont reconnus au sein de l'IPE UNESCO comme des moteurs de changement. Donc, nous ne les considérons pas comme des simples forums de discussion, mais comme des véritables moteurs de changement. Notre COP DIESP, elle est disponible en 3 langues, anglais, français et portugais. C'est très important aussi en termes d'accessibilité, qui est un critère qui est très important pour nous. Nous venons d'ouvrir juste il y a 2 semaines l'enregistrement pour devenir membre de la COP et nous sommes déjà à 123 membres venant de 4 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine et 49 pays. Ça, c'était la situation il y a 15 minutes, mais nous sommes sûrs que ça a déjà évolué. On remarque un engouement très fort pour rejoindre notre COP 10. Alors, qui peut devenir membre de la COP 10? Bon, tout d'abord, des responsables gouvernementaux et les décideurs politiques de partout dans le monde, surtout ceux qui sont impliqués dans le processus d'analyse et planification de l'éducation, mais également des membres d'organisations des personnes handicapées. Ça nous a fait plaisir d'en voir plusieurs aujourd'hui connectés avec nous sur ce webinaire global. Également des membres d'organisations de la société civile qui sont engagés pour la promotion de l'éducation et notamment de l'éducation inclusive. Les partenaires au développement, nous en avons vu plusieurs aussi dans les réponses, dans les questions qui sont apparues dans le chat. Nous en avons plusieurs. Évidemment, les ONG nationales et internationales aussi qui interviennent sur le terrain pour promouvoir l'éducation inclusive. Très important aussi les chercheurs. Les chercheurs ont un rôle très important dans le cadre de la communauté de pratique. L'une des questions qui a été posée dans le cadre du chat pendant la discussion du panel, quelles sont les thématiques que les chercheurs devraient approfondir pour contribuer à cette thématique qu'on a développée aujourd'hui. C'est très important et nous avons déjà des chercheurs membres de notre COP, mais également des praticiens du secteur privé qui sont impliqués sur le terrain en contact avec les enfants et les jeunes en situation de handicap et qui souhaitent aussi contribuer à notre communauté de pratique. Alors, comment notre COP 10 peut soutenir votre travail dans les différents pays où vous êtes, avec des contextes différents, des défis différents? Tout d'abord, accéder à des connaissances. Donc, il y aura de la documentation mise à disposition, des bonnes pratiques, des fiches, des outils. C'est un espace aussi où vous pourrez poser des questions et échanger avec des pairs, mais également avec des experts et aussi partager les bonnes pratiques et les réussites de vos pays respectifs, mais également, comme nous l'avons fait aujourd'hui, vous avez entendu les panélistes, ils ont partagé des bonnes pratiques, mais ils ont montré aussi des aspects à améliorer, des défis. Donc, c'est important aussi, cette COP offre l'opportunité de développer tout ça. Et je vous propose maintenant de découvrir ensemble notre plateforme COP DIESP. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer, voir mon écran avec la COP DIESP présentée? Non, on voit encore la PowerPoint, Sylvia. OK, donc donnez-moi une seconde. Normalement, ça doit venir maintenant. Oui, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Donc, bienvenue dans notre plateforme communauté de pratique sur la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, COP-DIESP. Comme vous le voyez ici, elle est en 3 langues. Donc ça, c'est un premier critère d'accessibilité extrêmement important. Tous les contenus sont postés dans les 3 langues, anglais, français et portugais. C'est une interface assez intuitive, comme vous le voyez, qui encourage la participation, qui favorise la participation des membres. Donc, vous voyez que ça se structure autour de 3 blocs. Dans le premier bloc, nous voyons en particulier l'espace consacré aux membres. Là, on va le parcourir ensemble. Cela vous permet de voir tous les membres de la COP
et de pouvoir aussi vous connecter avec eux et leur envoyer un message en privé sans qu'il soit visible à toute la plateforme. Vous pouvez faire aussi une sélection par pays pour voir pour tel pays combien de membres nous avons. Nous avons ici un espace consacré aux vidéos. Il y en a déjà plusieurs de bienvenue qui illustrent la valeur ajoutée de la COP et l'intérêt de participer à la COP. Ce sont les points focaux du programme régional planifié pour l'éducation inclusive, qui est financé par la ICS et qui témoigne de ce qu'ils souhaitent apporter dans le cadre de la COP et aussi ce qu'ils souhaitent apprendre des autres pays. Nous avons également un message de bienvenue de la part de l'équipe de l'IP UNESCO en Afrique. Et voici un bloc échange en direct qui est absolument central dans le cadre de notre plateforme COP10. C'est celui des échanges en direct, c'est les forums dans lesquels les membres peuvent contribuer dans leur langue de choix. Nous avons le premier forum, c'est celui des présentations. Et là, vous pouvez déjà voir toute la richesse des membres qui sont déjà inscrits dans la COP et qui ont partagé non seulement leur profil, mais aussi leur motivation, quel est leur centre d'intérêt, qu'est-ce qu'ils souhaitent partager avec les autres membres de la COP et aussi qu'est-ce qu'ils souhaitent apprendre. Et donc, vous voyez que chacun peut s'exprimer dans sa langue. Par exemple, ici, Madame Constantina, elle a écrit en portugais, mais on peut traduire immédiatement dans les langues disponibles pour pouvoir avoir accès au contenu et on peut répondre et partager dans sa propre langue de choix. Donc, c'est très important, c'est très interactif comme vous le voyez. Nous avons le premier forum thématique avec déjà beaucoup de contributions. C'est un forum thématique en lien avec la planification de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, nous avons des interactions entre les membres. C'est déjà très riche et ça grandit au fur et à mesure. Hier nuit plutôt, nous avons lancé le dernier forum. Pourquoi est-il important d'intégrer le handicap dans les systèmes d'information de l'éducation? Euh, Nous venons de le lancer. Il n'y a pas encore de commentaires, mais c'est en cours. Donc, nous savons que bientôt, surtout après ce global webinaire consacré aux données, au MS plus inclusif, on aura certainement beaucoup de commentaires et de contributions. Et voyons ici sur la colonne de droite une importante section aussi, bibliothèque partagée, qui est mise à la disposition de tous les membres de la COP avec un bagage important en termes de documentation et ressources que les membres peuvent enrichir en ajoutant des fichiers, des documents. Donc, comme vous le voyez, c'est un espace extrêmement dynamique, extrêmement participatif qui permet à tous les membres non seulement d'apprendre, mais également de partager les succès et les bonnes pratiques des pays respectifs. Donc là, tout en haut, vous voyez des boutons qui vous permettent immédiatement de participer à un débat, partager un document, proposer des contenus, contacter les membres. C'est pour dire que vraiment le focus est mis sur les membres et sur les apports que les membres peuvent avoir. Sur la plateforme, vous avez bien sûr toutes les informations sur les événements que nous allons organiser dans le cadre de la COP. C'est très important parce que notre COP, ce n'est pas simplement cette plateforme que je viens de vous présenter et qui est hébergée dans la plateforme MyIAP de l'UNESCO, donc de l'IAP UNESCO, qui héberge d'autres plateformes, hein, d'autres communautés de pratique. Le directeur Martin Benavides l'a mentionné et c'est très important de le dire. Notre COP DIESP se situe dans un processus global de valorisation des connaissances, des compétences, dans une mise à réseau des différents acteurs qui assurent la promotion de l'éducation. Pour notre COP, le focus est bien évidemment la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et nous vous encourageons à vous y inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, dans cet onglet-là, événements et activités, vous allez voir la planification de tous les événements que nous allons organiser dans le cadre de notre COP DIESP. Il y aura le prochain Global Webinar qui est programmé pour le 23 avril, donc très bientôt, avec Needy Single, que vous connaissez tous. Et avant cela, il y aura des surprises encore et je laisse le soin à Esther Camara, notre Community Manager, de présenter. Esther, over to you.
Merci beaucoup, Sylvia. Je vais partager mon écran pour pouvoir parler des autres éléments intéressants. Comme ma collègue a dit, la communauté de pratique est un espace que nous avons conçu pour s'assurer qu'il y a le partage des connaissances, une activité que nous créons et que nous allons faciliter, c'est quelque chose qu'on appelle les laboratoires d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est laboratoire Ce sont des sections interactives où les membres se réunissent pour partager leurs expériences de mise en œuvre et ils vont également réfléchir sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ce sont des expériences pratiques sur ce qui marche, les points forts et les points faibles lors de la mise en œuvre. Il génère également les outils et comment faire avancer la priorité du handicap. Pourquoi créer cet espace séparé pour promouvoir les discussions approfondies? Parce que nous reconnaissons que lorsque nous avons ce genre de webinaire, il est très difficile de répondre à toutes les questions et avoir une communication directe avec les experts que vous souhaitez. C'est pour ça que cet espace a été créé. Nous allons en fait aller au-delà de nos discussions lors des webinaires afin de promouvoir la pensée transformatrice. Euh, Et nous souhaitons également créer des produits techniques. Alors, il y a des gens qui demandent des ressources pour des diverses choses. Un document, par exemple, qui montre les différents handicaps. Et dans cet espace, nous pouvons créer ces produits ensemble. Donc, nous encourageons une collaboration entre les différents ministères de l'Éducation à travers les différents pays et nous pouvons créer des produits qui peuvent vraiment profiter à tout le monde qui travaille sur cette question. Le dernier élément et non le moindre, pourquoi nous le faisons? C'est pour promouvoir la collaboration. Nous créons des systèmes ensemble et nous sommes plus forts. Et c'est ce que nous allons faire dans les laboratoires d'apprentissage. Euh, Après chaque webinaire, nous allons organiser trois laboratoires d'apprentissage, un dans chacune des langues, anglais, français et portugais. Le laboratoire le thème du laboratoire va porter sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Nous allons choisir des sujets spécifiques pour rentrer dans le détail. Euh, quels, pour que nous puissions faire progresser et pour que nous puissions mettre en œuvre ce SIG. Le premier laboratoire sera organisé en portugais le 5 mai. Ce sera en fait en général organisé le jeudi, mais nous allons communiquer avec vous sur les modalités de participation et les dates d'organisation. Donc, je souhaite également vous partager avec vous la structure d'un laboratoire d'apprentissage. Nous allons d'abord cadrer le sujet, définir le sujet. Donc, il y aura des laboratoires sur le SIG, mais sur quel aspect? Les enfants, les apprenants. Donc, on va d'abord définir un sujet très spécifique. Ensuite, on va ouvrir l'espace pour une réflexion collective. Il, Ce sera comme la science question-réponse, mais là, vous pouvez parler à vos collègues de façon beaucoup plus détaillée. Nous allons également avoir des enseignements pratiques. Il ne faut pas que ce soit un espace où on vient, où on discute, mais il faut des produits sous forme des notes politiques ou des recommandations que nous pouvons partager avec nos collègues à travers les différents ministères. Et qui va faire partie de ce labo d'apprentissage? Et donc, il faut que ce soit un membre du COP. Donc, je vous conseille vivement de faire partie de ce COP. Il y aura un facilitateur et il y aura également des présentateurs ou des panélistes qui vont parler sur des sujets très spécifiques. Nous allons inviter les membres du COP pour venir en tant qu'experts, puisque nous savons que vous êtes tous des experts dans vos pays et vous avez toujours quelque chose à partager. Donc, nous allons vous inviter à faire le partage au sein du laboratoire d'apprentissage. Je souhaite vous inviter à participer dans cet exercice. Je vous invite à
participer à travers ce code QR pour que nous puissions définir les sujets qui devraient être abordés. Esther, merci beaucoup. Le code QR sera partagé par notre collègue Camilla. Donc, et ce QR code est également disponible dans le chat. Y- y- Mais nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous parce que votre opinion compte pour nous. C'est une communauté de pratique qui met en valeur et qui veut absolument partir des besoins et des souhaits de ses membres. Donc, voilà. Esther, over to you. Thank you. We're waiting to see the results of the. Go ahead and share the results. Thank you. Amazing. Great. Great to see you all responding and interacting. C'est ça l'esprit de Identification of children. faire participer les membres. Merci beaucoup. Nous allons donner encore 20 secondes avant de clôturer le Mentimeter pour ensuite procéder à la clôture de ce Global Webinar. Definitely take your input into consideration as we design the learning labs. Amazing. Thank you very much. And I hope to see you within the Community of Practice platform and in participating within this Learning Lab sessions in the coming weeks. Thank you. Over to you, Sylvia. Merci beaucoup, Esther. Nous vous attendons très nombreux dans l'espace plateforme de notre COP, mais également dans les prochains événements que nous allons organiser, les webinaires globaux et également les Learning Labs, les laboratoires d'apprentissage qui sont réservés seulement aux membres de la COP. Et j'ai le grand plaisir maintenant de passer la parole à la chef de bureau de l'IAP UNESCO en Afrique, Madame Teresinha Fernandes-Quenquin. Merci Sylvia. Merci à toutes et tous. Donc, merci pour la parole. J'aimerais clôturer. Je sais qu'on a eu une très belle session, mais nous avons un peu dépassé le temps, donc je ne prendrai pas beaucoup de temps pour la clôture. Monsieur le directeur de l'IPE, Monsieur Martin Benavides, Monsieur le directeur du bureau de l'AICS à Dakar, Monsieur Giovanni Grandi, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, au moment de clore ce premier webinaire mondial de la communauté de pratique sur la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, la COP DIESP, je tiens avant tout à vous remercier sincèrement pour votre présence. Celle-ci témoigne sans aucun doute de votre engagement en faveur de notre mission commune, promouvoir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour toutes et tous. J'espère que vous avez apprécié les interventions de nos panélistes ainsi que la richesse des essences qui ont suivi. J'en profite pour remercier chaleureusement les panélistes et pour toutes celles et ceux qui ont contribué aux réflexions. J'espère également que ces webinaires vous aura donné l'envie de poursuivre le dialogue au sein de notre communauté de pratique. Nous en sommes convaincus, la COP DIESP constitue un véritable levier de transformation. Nous vous invitons donc toutes et tous à la rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, à vous y engager activement et à partager vos idées, vos ressources et vos expériences. Je souhaite aussi exprimer notre profonde gratitude à la coopération italienne à travers son agence, l'AICS, qui finance notre programme régional planifié pour l'éducation inclusive, qui a rendu possible la création de cette communauté de pratique.
en soutenant l'IPE dans son engagement à placer l'inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de la planification éducative, la ICS contribue à renforcer des systèmes éducatifs plus inclusifs, plus équitables et véritablement transformateurs. Je tiens à remercier également les interprètes, nos collègues et toute l'équipe technique et toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce webinaire. Pour conclure, je nous invite collectivement à faire de la COP TIES un moteur de changement et un catalyseur de progrès pour l'éducation inclusive en Afrique et au-delà. Je vais dire un petit mot en portugais. Gostaria de agradecer carinhosamente a todos e todos aqueles que contribuirão. Heureusement à toutes les personnes qui ont contribué à la richesse de nos échanges. Ce n'est qu'un début. Je vous invite donc à participer activement, à partager vos idées, vos ressources et vos expériences. Je vous remercie chaleureusement et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos échanges.